Bonjour et bienvenue au podcast Connexion primordiale dans la série En balade avec Paul. Il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que je fais un épisode de podcast sur les réflexes, sur les schèmes réflexes, j'introduis cet épisode dans un article sur le site reflex.org. Et je mets aussi une vidéo sur les mouvements associés, des vidéos qu'on avait fait pendant le Covid. Ça veut dire que si vous allez sur reflex.org, dans la partie blog, vous allez retrouver chaque réflexe avec du texte, avec l'audio que vous entendez là maintenant, et avec en plus une vidéo. Donc je vous recommande vivement, si vous voulez plus d'informations sur les différents réflexes que je traite dans ce podcast, de vous connecter à la page, au site internet reflex.org, dans le blog. Donc aujourd'hui, on va faire un réflexe majeur qui s'appelle le réflexe de fouissement. Réflexe de fouissement, c'est un réflexe du visage. Alors, très intéressant de savoir que ce réflexe est appelé en anglais réflexe rooting. Réflexe rooting, c'est racine. Les roots, bon là c'est pas au pluriel, mais je suppose que c'est la même racine, rooting. Donc ça se traduirait littéralement par réflexe d'enracinement. On l'appelle aussi réflexe de recherche et il est connecté à ce qu'on appelle les réflexes des points cardinaux. Vous allez comprendre tout ça dans un instant, mais en bon français, ce réflexe s'appelle réflexe de fouissement. Il faut savoir que c'est un des premiers réflexes qui émerge in utero, c'est-à-dire très très tôt. Dans le ventre de la mère, la science nous dit qu'on peut voir le fouissement vers 10-12 semaines de gestation. Donc c'est très très tôt. Si je ne me trompe pas, à la fin du 2e mois, on voit ce réflexe de fouissement apparaître. Et puis évidemment après, ce réflexe de fouissement va se combiner à la succion. Parce qu'on va voir que le fouissement, c'est comment je cherche le sein. C'est en fait, je vous le décris tout de suite, comme ça vous comprendrez. Quand on touche la joue d'un bébé, admettons que je touche sa joue gauche, il va tourner sa tête vers la gauche. Il fait une rotation de tête vers la gauche. Si je touche à droite, il va tourner sa tête vers la droite. On le comprend très bien, le bébé, à la naissance, il ne voit pas très bien et il cherche le sein. Et donc il va le chercher d'un point de vue tactile. Et donc quand le sein arrive par exemple au niveau de sa mâchoire, il a sa tête vers la mâchoire, et bien il va tourner sa tête vers le sein et donc le sein va glisser sur sa joue de la mâchoire, de l'angle de la mâchoire en arrière aux lèvres, et donc là il va pouvoir attraper le sein, le téter, déglutir, etc. Donc ça c'est absolument majeur. Alors il ne va pas perdurer très très longtemps parce que c'est juste au début, quand sa vision n'est pas suffisamment précise, parce que c'est vrai qu'à la naissance le bébé ne voit pas très bien du tout, mais ça s'améliore très vite, et puis très vite il va apprendre à repérer le sein. Et donc ce réflexe de fouissement, donc un nouveau-né on touche sa joue et il va tourner la tête de ce côté-là, mais il va durer encore 3-4 mois, hein, bien entendu. 3-4 mois, alors j'ai tendance à dire, à 3 mois s'intègre le réflexe de Moro, que c'est un peu associé, il y a un meilleur contrôle de la tête, il développe un contrôle volontaire de la tête, il sait orienter sa tête vers ce qu'il cherche, en l'occurrence ici le sein, donc il ne va plus avoir besoin du réflexe de fouissement qu'il va laisser de côté. Donc évidemment, quand on l'observe toujours avec de la succion, hein, qui apparaissent très tôt. Mais ce sont, et c'est très important, deux réflexes séparés. Le fouissement et la succion sont deux réflexes séparés qu'il faut considérer séparément, qu'il faut observer séparément. Et pour ce qui est du remodelage, ça va être des choses similaires au niveau du remodelage, mais il y a des petites subtilités qui fait qu'on va les travailler aussi évidemment différemment. Le rôle principal de ce réflexe est compréhensible, hein, c'est tout simplement un rôle d'alimentation. Le but, c'est tout simplement d'aller trouver le sein et s'y accrocher, s'y enraciner. J'aime bien vraiment cette idée en anglais de réflexe d'enracinement, parce que ça nous dit bien que le bébé, il s'enracine au sein de sa mère et que ce qu'il y cherche, c'est pas forcément que du lait nutritif avec des oméga 3, des protéines, des graisses, etc., mais qui cherche aussi un enracinement physique, psychique, émotionnel à sa mère.
Donc j'aime bien ça. Donc ça permet, c'est un réflexe de survie pendant les 3-4 premiers mois pour qu'il puisse s'auto-alimenter en quelque sorte. Le travail au niveau crânien est majeur, la succion est majeure parce que ça a un impact sur plein de choses et en particulier sur le mouvement des os crâniens. Il faut imaginer la pression très forte qui est exercée par la langue du bébé sur les os du crâne. Mais j'en parlerai plutôt quand je parlerai de la succion, mais c'est pour dire que le fouissement va conduire à la succion qui, elle, nécessitera évidemment un énorme épisode de podcast tellement c'est important. Mais on peut dire que le fouissement, c'est un peu le toboggan qui amène l'enfant à la succion. Donc on peut dire que les bénéfices, si je puis dire, d'un réflexe de fouissement bien intégré, qui a bien émergé et qui joue bien ce rôle, sont à peu près les mêmes que les bénéfices et que le rôle du réflexe de succion, bien entendu. Donc il est évidemment impératif, et c'est pour ça qu'il est très bien connu, ce réflexe, par les pédiatres et par les obstétriciens, etc. Il est impératif qu'il soit pleinement fonctionnel à la naissance pour que l'enfant puisse téter. Et pourquoi il est bien observé? Parce qu'on observe ça très fort chez les prématurés. En fait, tous les réflexes au niveau du visage, fouissement, succion, déglutition, réflexe nauséeux, réflexe de retrait au niveau du visage, sont extrêmement connus des spécialistes du développement fœtal parce que ça permet de savoir la maturité neurologique globale du bébé. Et on sait que si ces réflexes ne sont pas présents, c'est des très mauvais indicateurs de survie du bébé. Alors c'est des choses qui sont observées in utero. Les médecins, pendant les échographies par exemple, bien qu'ils aient d'autres outils d'imagerie, mais peuvent observer différents réflexes, comme le réflexe nauséeux et comme le réflexe du fouissement, et voir s'il est présent ou pas. On sait que si ces réflexes ne sont pas présents, il va être hyper important d'avoir une prise en charge le plus tôt possible dès la naissance au niveau stimulation maxillofaciale avec des trucs que font des kinés spécialisés ou des orthophonistes spécialisés ou des psychomotes spécialisés, et que la prise en charge la plus tôt est hyper importante. Évidemment, plus un enfant naît prématuré, moins ces réflexes au niveau du visage fonctionnent bien. Alors évidemment, ces réflexes, ils sont atterris complètement matures à la fin du deuxième trimestre. Mais évidemment, ils se renforcent les derniers mois. Mais aujourd'hui, on arrive à faire vivre des bébés qui sont à la limite, justement, et chez qui ce sera impossible qu'ils se nourrissent tout seuls. Alors, le fouissement, il a un rôle qu'il faut signaler quand même, qui est hyper important, qui est un rôle de signal au niveau de la mère. C'est-à-dire que quand on porte un petit bébé dans les bras et qu'il se met à fouisser comme ça, c'est-à-dire à ce moment-là, n'importe quelle stimulation au niveau des vêtements que nous portons lui fait tourner la tête pour fouisser, c'est-à-dire il cherche le sein. Et donc, d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, ce réflexe signale à la mère que le bébé a besoin de téter. Il a comme il fait aussi avec son poing, sa main, il va frotter contre sa joue, il va tourner sa tête. Et ça c'est en général spontanément analysé par la mère, identifié par la mère comme « Ah, il a faim, il a besoin de téter ». Évidemment, c'est très intéressant de savoir que, comme je vous ai dit que le bébé, au niveau visuel, il n'est pas très développé à la naissance, on dit il est comme s'il était très myope, mais les myopes, ils voient mal de loin, donc tout ce qui est loin, le bébé, c'est flou, mais sauf que lui, il voit tout flou jusqu'à 17 cm. Et ça, c'est intéressant de le savoir, une quinzaine de centimètres, c'est-à-dire tout ce qu'il voit net, c'est de ses yeux le mamelon, et quand il est accroché au mamelon de sa mère et qu'il est en train de téter, la limite, c'est le visage de sa mère, et encore, il ne le voit pas très bien. Donc, il lui faut d'autres mécanismes pour s'orienter, pour trouver le sein. Et les deux principaux, c'est l'odorat, puisque les mamelons vont développer des odeurs très caractéristiques qui attirent le bébé, et le tactile, et le système tactile. Voilà, le petit bébé, c'est tout tactile, tout odorat, parce que les sens que nous, on imagine qu'ils soient prédominants, qui est la vision et l'audition, c'est pas ça qui va lui servir. Donc évidemment, ce réflexe, il va aider avec tout ce qui est bonne mise en place au niveau du sein, pouvoir prendre le lait, etc. Et puis, je vous l'ai dit, je réinsiste dessus, mais c'est s'enraciner réellement au corps de sa mère, au-delà du simple fait de téter.
Alors concrètement, il y a différents types de fouissements. Il y a le fouissement le plus connu, et celui que je viens de décrire, c'est le fouissement horizontal, où la zone tactile, ce sont les joues. Alors il se met à pleuvoir de plus en plus. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à faire ce podcast en live sous la pluie. Parce que j'ai pas de vêtements de pluie, c'était pas prévu quand je suis parti il y a 5 minutes. Le fouissement horizontal, dont les zones tactiles sont les joues. Et puis il va aussi avoir un mouvement un peu vertical, pendiculaire. Vous avez vu des fois des bébés font des mouvements qui ressemblent un peu à un pivert, ils lèvent sa tête comme ça. Et donc là les zones c'est plutôt menton glabelle. Le menton tout le monde sait ce que c'est. La glabelle c'est la zone située à la racine du nez entre les deux yeux. C'est ça la glabelle. Donc le bébé il est sensible aussi du menton à la glabelle. Et il va parce qu'évidemment si le sein se présente latéralement il faut qu'il tourne la tête vers là. Mais si il est dans une position plutôt où le sein est à la verticale, que ce soit au-dessus ou en dessous, il faut qu'il oriente sa tête verticalement aussi pour attraper le sein. Mais voilà, on a une autre forme de fouissement qui s'appelle les points cardinaux, et dont la zone tactile est les lèvres. Au-dessus, en dessous, à droite, à gauche des lèvres, on a comme 4 points cardinaux qui précisent un peu les choses. C'est comme si le bébé il avait une large zone pour attraper le sein, joue de part et d'autre, glabelle, menton, ça c'est un grand losange, et puis il y a un plus petit losange au niveau de la bouche, où c'est comme un entonnoir, où ça va rapprocher et où il va pouvoir plus facilement attraper les choses. Donc voilà, on a comme 2 losanges, et c'est cette activation des 2 losanges qui permet un peu cet entonnoir pour aller attraper le sein. Alors nous on a beaucoup travaillé avec Suzanne Colson, qui est cette sage-femme qui travaillait avec Michel Audin. Donc Michel Audin, le célèbre obstétricien, dont nous avons publié entre autres 2 livres, Homo et la planète océan et L'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée. 2 livres évidemment que je recommande fortement. Et il a travaillé avec évidemment plusieurs sages-femmes, infirmières, etc. Et entre autres avec Suzanne Colson, dont il a été ami pendant des décennies jusqu'à son décès cet été, en août 2025. Et Suzanne, elle s'est beaucoup intéressée à observer l'allaitement. Alors j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai certainement. Je ne vais pas faire tout l'historique du travail de Suzanne Colson. Je sais que j'ai fait dans un autre podcast. Et c'est quelque chose qui a beaucoup changé la donne pour nous en IMP. Et évidemment, son intérêt primaire de Suzanne, c'était comment aider les mères qui le souhaitent à allaiter correctement leur bébé, à pouvoir allaiter tout simplement leur bébé. Et ça a donné suite à une recherche qu'elle a faite dans un premier temps, à un mémoire qu'elle a fait, puis un livre que nous avons eu l'honneur de publier et qu'on vous recommande extrêmement fortement, qui s'appelle L'allaitement instinctif de Suzanne Colson. Et elle dit que ce qui va être très important pour que tout ça fonctionne, c'est-à-dire les réflexes du visage, je répète à nouveau, succion, déglutition, fouissement, mais aussi réflexes nauséeux et d'autres. Pour que tout ça fonctionne correctement, il faut que le bébé soit mis, alors ça c'est son expression et on la trouve géniale, et c'est pourquoi on la dit toujours, à la bonne adresse. On parle d'un petit bébé en particulier, les premières semaines et éventuellement les 3 premiers mois. Qu'est-ce que c'est la bonne adresse pour un bébé ? Eh bien elle dit c'est d'être mis sur le sein de sa mère, au niveau des seins de sa mère, entre les seins de sa mère. Et elle dit graisse contre graisse, parce qu'évidemment il y a la graisse qui a fait grandir la femme enceinte pour se préparer avec tout ce qui vient pendant la grossesse, l'allaitement, etc. Et puis le bébé lui-même, et on a toute une réserve pour tous les premiers jours, etc. Donc c'est passionnant, elle dit graisse contre graisse à la bonne adresse au niveau des seins. Voilà. De même sur les temps de sommeil, ça va être important parce que les bébés vont facilement téter dans leur sommeil. Donc je ne vais pas en parler plus de l'allaitement et tout ici, on le gardera pour une autre fois, mais le bébé placé à la bonne adresse, c'est majeur pour la bonne expression de ce réflexe de fouissement. Et quand on sait les rôles importants de cela, c'est énorme parce que pour que le réflexe de fouissement et donc de succion, déglutition, alimentation de manière générale fonctionne, il faut que le bébé il ait aussi tout un tas de réflexes antigravitaires qui fonctionnent. Des réflexes moteurs et antigravitaires, c'est-à-dire des réflexes qui le maintiennent en position sur le corps de sa mère et qui lui permettent de se stabiliser pour sortir sa langue. Si vous n'êtes pas une femme et que vous n'avez jamais donné le sein, vous n'avez pas idée de la force
de la puissance de ce réflexe de succion pendant une vingtaine de minutes comme ça, plein de fois par jour. C'est absolument phénoménal, cette force exercée par la bouche du bébé, avec ses lèvres, avec sa langue, avec sa respiration, avec sa déglutition. C'est très costaud. Moi, j'en ai pas fait l'expérience évidemment directement, mais j'ai mis mon doigt dans la bouche de mes bébés. Et si vous mettez votre petit doigt dans la bouche, et entre autres, je les faisais parce que ma deuxième fille, souvent la nuit, des fois, elle se réveillait et ma femme, il fallait qu'elle dorme et elle était crevée. Et je mettais le bébé à côté de moi dans le lit, et je lui mettais mon petit doigt dans la bouche, et elle tétait mon doigt, et c'est très très fort, ça tète très fort. Ici en Normandie, on fait aussi des blagues pour les Parisiens, on a les bébés vaches. Alors ça c'est horrible évidemment, mais parce que puisqu'on prend le lait des vaches, il faut qu'on leur retire à la naissance leur petit veau, et le petit veau va être alimenté avec la nourriture industrielle, du lait en poudre reconstitué. Et donc on donne aux petits veaux du lait industriel parce qu'on prend le bon lait des mamans vaches. Puis après les veaux ils vont aller à l'abattoir où on les fait grandir pour les manger, mais voilà, c'est comme ça. Et si vous êtes dans une ferme et qu'il y a des petits veaux qui sont en train de téter, on va vous dire tiens, mets ta main dans du lait là, et puis tends tes doigts, et vous allez avoir le veau qui va vous aspirer toute la main et quasiment une partie de votre avant-bras, tellement il va profondément et fort, et évidemment ça fait pousser des cris et ça fait peur. On ne se rend pas compte de la force que ça. C'est pour ça que c'est très dur de faire la traite, paraît-il, à la main. Donc le bébé, pour pouvoir réussir cette mission qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et c'est pas pour rien qu'il s'endort après, vu l'énergie qu'il a dépensée à téter, même s'il peut très bien téter quand il dort, puisqu'il s'agit de réflexes, il a besoin de réflexes, on va dire, posturaux, moteurs et agravitaires pour maintenir sa posture face à la tâche qu'il doit faire d'allaitement. Et pour ça, il y a plein de réflexes dont on a déjà parlé qui sont majeurs. Le réflexe de reptation, le réflexe de Babinski, c'est un réflexe du pied, c'est majeur. Les réflexes spinaux, spinal de Galant, spinal de Pérez, et puis tous les réflexes en lien avec la stabilisation et le redressement de la tête. Donc il y a une certaine forme de réflexe tonique labyrinthique, RTL, de RTSC peut-être, de RTAC, de Moro, qui sont actifs d'une manière ou d'une autre pour, en quelque sorte, favoriser l'accrochage au sein et la coordination énorme que représente la succion, déglutition, respiration. Donc le bébé, véritablement, si vous savez regarder, et en particulier si vous connaissez les réflexes, et merci Suzanne Colson, on la remerciera jamais assez, c'est la première qui a dit, le bébé il utilise plein de réflexes pour s'accrocher au corps de sa mère, et ce ne sont pas que les réflexes du visage qui sont actifs, mais les réflexes de tout le corps, et ça c'est quelque chose qu'on enseigne en IMP, et je ne crois pas que ce soit enseigné dans les autres approches d'intégration de réflexes, puisque c'est notre collaboration avec Suzanne Colson qui a donné lieu à cette découverte de sa part et à cet enseignement de notre part, et à la publication de ce livre génial, l'allaitement instinctif. Évidemment, excellente édition, ressource primordiale. C'est pas une blague, mais parfois, quand un bébé a du mal à téter, alors il y a plein de choses qui sont préconisées au niveau de la position, du lien mère-bébé, etc. Mais parfois, nous allons pouvoir faire des micro-interventions en aidant le bébé à activer certains réflexes qu'il n'activerait pas de lui-même, y compris le Babinski ou les réflexes du dos, etc. Donc ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision globale des choses. Si on se dit, téter, c'est que la bouche, et il a du mal à téter, il faut s'occuper que de la bouche, eh bien on peut passer à côté de solutions vraiment, enfin de causes très différentes. Alors, évidemment, et c'est les grands travaux de Suzanne Colson, ces réflexes gravitaires ne peuvent s'exprimer que si le bébé est en sécurité par rapport à la gravité. Imaginez une mère qui est assise sur une chaise, qui a son bébé dans ses bras et qui lui donne le sein, donc la tête du bébé accrochée au sein. Maintenant imaginez tout simplement la mère en position, comme on est censé être sur une chaise, parfaitement verticale. Imaginez la mère légèrement penchée en avant, donc à ce moment-là le bébé est tiré par la gravité vers son dos, vers derrière, avec une activation du Moro, du RTL en extension et tout un tas de choses. Et puis imaginez le contraire, la mère, au lieu d'être droit assise sur la chaise, elle est penchée en arrière. Donc elle se serait typiquement mis ses fesses en avant de la chaise et elle aurait penché son dos sur le dossier de la chaise, elle serait légèrement inclinée vers l'arrière. À ce moment-là, le bébé, les forces s'exercent du ventre du bébé vers le ventre de la mère. Donc si vous imaginez ces trois positions, droit comme un I, penché en avant ou penché en arrière, imaginez bien qu'est-ce qui se passe
au niveau de l'expression des réflexes. Parce que dans les cas vertical et dans les cas penchés en avant, le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il doit lutter contre la gravité pour se stabiliser, avec une activation du Moro, du RTL en extension, et de pédalage avec ses mains et ses pieds. Alors comme les mères, elles voient que le bébé il n'est pas à l'aise, elles essayent de le plaquer. Donc, mais malheureusement, elles n'ont qu'un autre bras, elles essayent de le plaquer pour tenir spontanément, instinctivement, pour tenir ses bras, ses jambes et pour l'aider à téter. Quand la solution la plus facile pour tout le monde, c'est que la mère se mette à l'aise et se détende, peinard dans sa chaise. Le mieux, ce serait dans un fauteuil pour qu'elle soit légèrement en arrière et que le bébé soit bien plaqué au sol. Et ça, c'est les travaux de Suzanne Colson à l'aide de vidéos qui ont mis en évidence que dans certains cas, les réflexes, ils allaient, comme les réflexes sont prioritaires pour la gravité, pour tenir face à la gravité, ils s'activent pour tenir face à la gravité, mais dans ce cas-là, le bébé, il ne peut plus téter. Alors que quand les réflexes sont organisés, sont calmés du fait qu'il n'y a pas à lutter contre la gravité, le bébé peut téter. Et donc cette simple inclinaison de la mère peut faire une énorme différence. Évidemment, ça c'est un paramètre parmi plein de paramètres dans l'approche de Suzanne Colson, mais c'est une des découvertes qu'elle a faites. Et nous, ça nous parle énormément. Vous voyez à quel point c'est lié avec tous les podcasts précédents, c'est que on a dit qu'un enfant, quel que soit son âge, un adulte, qui n'est pas à l'aise au niveau de l'organisation de sa posture, ne va pas pouvoir réussir à l'école au niveau concentration, etc., parce que la posture est prioritaire. Vous voyez, c'est déjà présent chez le bébé. C'est-à-dire pour utiliser sa langue, pour utiliser ses réflexes faciaux, il faut qu'il soit en sécurité gravitaire. Plus tard à l'école, pour qu'un enfant puisse, à ce moment-là, lui c'est plus sa langue qu'il doit utiliser, même si pour parler, mais c'est plutôt son système visuel et auditif, il faut qu'il soit en sécurité gravitaire là aussi, qu'il soit à l'aise au niveau de sa proprioception, de son système tactile. Et c'est ce qu'on fait énormément en IMB par tous les mouvements, les activités que nous proposons. Donc voilà, en gros, ça donne une idée de conseil, c'est pas... surtout ne retenez pas l'idée que vous voyez une mère allaitée et disait il faut que vous mettiez dans telle ou telle position. Il faut créer des conditions pour que la mère soit détendue et à l'aise. C'est pour ça que la méthode de Suzanne s'appelle, c'est pas une méthode, mais l'allaitement instinctif, c'est que si on met en place les bonnes conditions, la mère fera correctement ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, on met tellement d'idées dans la tête, on dit il faut pas, faites comme ci, faites pas comme ça, et on perd tout cet instinct, et du coup on fait plein de bêtises. Donc l'idée pour les femmes qui sont formées, quand je dis les femmes formées, ce n'est pas les femmes qui allaitent, ce sont les conseillères en lactation ou les doulas ou autres qui se forment à l'approche de Suzanne. J'ai eu la chance de suivre sa formation moi également, mais je ne l'ai pas pratiqué, contrairement par exemple à la Ludivine qui le pratique encore aujourd'hui et qui fait toutes les semaines des soutiens à l'allaitement et même des groupes. Une fois par mois, elle fait des groupes avec des femmes qui viennent avec leurs bébés, des groupes de femmes et des groupes de bébés qui viennent. Et tout ce qui est fait dans ces groupes, c'est de mettre les bonnes conditions. On ne dit pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc en gros, si je veux réviser, alors récapituler un peu les choses sur le réflexe de fouissement, quand on fera le réflexe de succion, ce sera quasiment la même chose que je dirais, parce que le but du fouissement, c'est d'aller vers la succion. Donc un fouissement bien utilisé égale une succion bien utilisée. Il n'y a pas un bébé qui utilise le fouissement sans la succion, ou la succion sans avoir fouissé. C'est un vrai mot qui existe, fouisser, fouir. Mise en place du langage et de l'articulation, favorise la formation du palais, de l'articulation temporomandibulaire et d'une bonne dentition. Ça évitera que plus tard, il cherche à mâchouiller, à faire des tas de trucs et tout. Parce que nous, on le voit souvent, si ce réflexe reste résiduel, j'ai une hypersensibilité au niveau des joues ou comme vous l'avez vu, au niveau du menton, de la glabelle. Bref, au niveau du visage, j'ai une hypersensibilité. Et je cherche à enlever cette gêne. Alors soit il faut que je me touche tout le temps, vous voyez, c'est des gens qui ont un petit doudou, un mouchoir, il faut toujours qu'ils se caressent le visage, ou il faut mâchouiller des trucs, etc. Ça peut être dû à un réflexe de fouissement pas pleinement intégré. Et donc le fait de faire nos propositions, nous, d'intégration de réflexes du visage, peut vraiment aider les gens. Mais ce qu'on va trouver aussi, c'est évidemment tous les enfants qui bavent beaucoup, qui ont du mal à mâcher, qui ont du mal à, typiquement dit, manger proprement. Mais ça peut être dû à ça, parce que à force, la coordination main-bouche, vu qu'il y a des gènes tactiles au niveau de la bouche, peut être un petit peu gênée. Donc ça va être une chose importante. Voilà. Juste parce que c'est aussi facile à décrire là comme ça, oralement, comment nous, on va observer ce réflexe chez quelqu'un, on va vérifier s'il y a ce réflexe résiduel, c'est tout simplement, on va... Alors,
On peut prendre notre doigt pour faire ça, mais les gens, ça peut être prendre un petit pinceau, ou un petit bout de crayon ou quelque chose, que l'on va faire glisser. On demande à la personne de regarder devant elle et on va le faire glisser, notre doigt hein, simplement, mais de l'angle de sa mâchoire en arrière vers la commissure latérale de sa lèvre. Donc on fait une petite glissade toute douce comme ça. Et si pendant qu'on fait ça, on voit l'enfant ou l'adulte qui fait des mouvements de lèvres et qui, encore pire, tourne sa tête du côté où on a fait le doigt, on est certain à ce moment-là qu'il y a un résidu du réflexe de fouissement. On fait ça aussi en demandant à la personne de tourner sa tête complètement à droite, et à ce moment-là, on observe la joue gauche ou tout à fait à gauche et on observe la joue droite. Et si quand la personne a la tête tournée d'un côté et qu'on glisse sur sa joue et qu'elle retourne sa tête et qu'elle la remet de face, voilà, ça montre vraiment un réflexe de fouissement non intégré. Et donc ça va être majeur de pouvoir faire des procédures. Alors au niveau du visage, on pourrait. Alors au niveau du visage, il y a énormément de réactions réflexes, parce qu'il y a tous les réflexes au niveau de la bouche, de la mâchoire, de la langue, du palais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réflexes au niveau des yeux, système visuel, et il y a tous les réflexes de l'expression faciale au niveau du front, des tempes, etc., etc. Donc au niveau du visage, il y a carrément une trentaine de ce qu'on peut appeler réactions réflexes au niveau du visage, rien que le visage. Alors vous imaginez que ce serait théoriquement possible, mais vous allez comprendre pourquoi on ne fait pas ça. Ce serait complexe de observer individuellement chacun de ces 30 réactions au niveau du visage. J'ai oublié de dire toutes celles qui sont liées à la respiration. Et puis ensuite de dire, bon bah voilà, il y a le réflexe de fouissement, il y a le réflexe de succion, il y a le réflexe nauséeux, il y a le réflexe de mastication, il y a le réflexe visuel ceci, le visuel cela. On les a notés dans le manuel de cours, hein, tous ces réflexes, on enseigne ça dans un stage dédié, où on voit les réflexes de vie. Oui, mais on voit les réflexes dits faciaux, ou parfois on dit OMF, oro, maxillo-facial. C'est le terme usité par les orthophonistes et les kinés qui sont spécialisés dans ce domaine-là, rééducation de la face, du visage, etc. On parle de OMF, fonction OMF, fonction oro. Alors, des fois, il y en a qui disent myo, mais en vrai, c'est maxillo et facial. C'est ça que ça veut dire OMF, oro-maxillo-facial. D'ailleurs, on va sortir un livre sur le sujet par une grande experte de réputation mondiale sur le sujet, une médecin, courant 2026, mi-2026, mai 2026. Vous aurez à disposition ce livre, et on vous en reparlera bientôt, qui est majeur. Prendre individuellement chacun de ces réactions et de vouloir les remodeler séparément, en fait, c'est pas la bonne idée. Pourquoi ? Parce que là, ce serait très long, hein, vous imaginez. Ce serait théoriquement faisable. Hein. Comment est le fouissement, rééducation du fouissement, comment est la succion, rééducation de la succion, comment était le réflexe visuel, rééducation de ce réflexe visuel. D'un point de vue théorique, c'est jouable. Mais sauf que c'est ignorer comment fonctionnent ces réflexes oro-maxillo-faciaux. Ils fonctionnent les uns avec les autres quasiment tout le temps. Vous avez vu que là, j'ai cité fouissement, succion, mais j'ai laissé entendre que c'est fouissement, succion, déglutition, mais aussi qui dit déglutition fait que si les choses ne sont pas comme il faut qu'il y ait un réflexe d'apnée pour éviter de respirer le truc et de régurgiter, réflexe nauséeux s'il faut. Donc vous voyez qu'en fait, ce serait de dire c'est fouissement, succion, déglutition, réflexe nauséeux, et il y en a d'autres, fonctionnent ensemble, avec respiration. Du coup, parce que quand il déglutit, il faut qu'il interrompe momentanément sa respiration et que ça aille dans le bon tuyau. Et donc là, il y a tout un tas d'autres réflexes au niveau de la respiration. Donc on peut difficilement les isoler. Donc ce que nous on fait, c'est qu'on utilise, alors il y a des petits trucs pour chaque réflexe qui sont proposés, qui peuvent être faits et que vont faire éventuellement des kinés maxillofaciales ou surtout des orthophonistes formés à la rééducation OMF. Donc là il y a des choses qui peuvent être faites, évidemment, c'est leur métier, ce qui n'est pas le nôtre en IMP. Nous on travaille sur la maturation des réflexes et la rééducation OMF doit être faite par des professionnels
spécifiquement formés. Ce n'est pas toutes les orthophonistes qui font ça, ce n'est pas tous les kinés qui font ça. Certaines sages-femmes peuvent éventuellement faire ça, mais il faut une formation adéquate. Et puis en plus, ça prend plusieurs séances, et donc il faut qu'il y ait une possibilité de prise en charge, parce que sinon ça coûterait cher. Et donc c'est pourquoi ce sont en général des orthophonistes qui font ça. Bref, mais nous on fait une petite couche peut-être sous-jacente, qui est celle des réactions réflexes, et on utilise une procédure globale, tactile, d'intégration du visage. Nous avons une procédure qui dure 1h15 environ. Ça peut être un peu plus court, ça peut être un peu plus long, mais environ 1h15 d'intégration globale, on pourrait dire, du visage, et dans lequel on voit et on travaille globalement sur le réflexe de la bouche, globalement sur le réflexe de la mâchoire, globalement sur le réflexe visuel, globalement sur le réflexe aussi autour de l'audition, au niveau du cou, des réflexes de protection qui se manifestent au niveau du cou, au niveau du crâne, parce qu'il peut y avoir des tensions crâniennes qui empêchent la bonne intégration de tout ça. Et c'est une procédure qui dure 1h15 et qui est absolument géniale. Et ça en fait, j'aime bien le dire à chaque fois que je peux dans les podcasts, une porte d'entrée à l'IMP. C'est-à-dire que des gens peuvent venir nous voir dans un but de travail sur les réflexes OMF. Et c'est le cas, par exemple, moi typiquement, j'ai eu le cas d'orthophoniste, où nous avons surtout le cas d'orthodontistes qui nous envoient des enfants spécifiquement pour cette procédure-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants qui, par exemple, on leur demande, ça c'est quelque chose qu'on a classiquement, l'orthodontiste dit je vais faire l'orthodontie, mais il continue à téter son pouce et il a sa langue pas bien positionnée, etc. Alors pour la langue pas bien positionnée, ce sera l'orthophoniste et la rééducation oro-myofaciale. Pour ce qui est de éventuellement continuer à téter son pouce, c'est là nous on intervient et qu'on va vérifier des réflexes, comme je vous ai dit, le fouissement, la déglutition, la succion, etc. Et puis on va utiliser ces procédures de maturation du système réflexe au niveau du visage. Et on a même des dentistes et des spécialistes au niveau de cette sphère des réflexes faciaux qui ont rédigé d'ailleurs un triptyque et puis un document spécifique pour leurs collègues pour expliquer à quel point l'IMP peut aider. Et d'ailleurs ces triptyques sont disponibles sur le site de l'IMP. Vous pouvez trouver ça, ça doit être... Alors je pense que c'est dans la section Réseau Pro, mais je suis de tête comme ça, je ne sais pas, mais sur le site de l'IMP, il y a un endroit où on peut télécharger les triptyques de présentation de l'IMP, et je vous encourage à aller regarder les triptyques liés au système facial, oromaxillofacial, parce que, je tiens à dire, c'est ni Ludivine ni moi qui avons fait ces triptyques, ce sont des professionnels, dentistes, orthodontistes, kinés maxillo, et je ne sais plus qui, désolé, des professionnels de cette sphère faciale, oro-maxillofaciale, qui l'ont rédigé, formé à l'IMP, évidemment, formé à l'IMP, et donc à cette procédure d'intégration faciale, qui l'ont rédigé parce qu'ils estimaient que c'était important pour pouvoir en parler au grand public d'une part, c'est le but du triptyque, et à leurs collègues professionnels d'autre part, c'est le but d'un document qui est aussi téléchargeable sur cette page. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ça vient en complément. Évidemment, si un enfant il a besoin d'un appareillage dentaire, ça va pas suffire de faire ce qu'on fait nous. Mais comme l'enfant, parfois, il va rejeter l'appareil, il n'est pas à l'aise, et on dit qu'il n'est pas adapté, il a des, je sais pas quoi, des maux de tête, des machins, ça ne lui convient pas, eh bien les orthodontistes ou les dentistes nous disent à quel point le travail que nous on fait va permettre à l'enfant de mieux recevoir le traitement orthodontique. Voilà. Et évidemment, ça ne remplacera pas, mais c'est important. Évidemment, moi, mon intérêt, c'est de dire, dans l'idéal, ce travail est fait dès tout petit, chez le bébé. On a vu, par exemple, le fouissement est censé s'inhiber au bout de 3-4 mois. Et si vous voyez un bébé de 5-6 mois qui continue à fouisser encore et encore, et à tourner sa tête, et à toujours frotter son poing contre sa joue, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe là. Et là, déjà, on peut proposer des stimulations de la part de... C'est pas nous qui le faisons. Sur un bébé, alors en IMP, sur un bébé, j'en profite pour dire, nous, on fait rien directement. Il y a 2 raisons à ça, enfin surtout une raison à ça, c'est que nous n'aimons pas, c'est vrai, on adore les bébés, on adorerait faire des petits câlins aux bébés et de leur faire des trucs d'IMP, bien sûr, on adorerait faire ça. Plus on touche des bébés, on leur fait des câlins, plus on est heureux, mais ça fait pas partie de notre philosophie en IMP qui est de donner
plus de pouvoir aux parents, que les parents se sentent compétents. Et il n'y a rien de pire qu'un professionnel qui dit « Bon, je vais m'occuper de vos bébés, je vais vous les réparer, vous, sous-entendu, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous ne savez pas faire ce qu'il faut, moi, je vais bien m'en occuper, puis je veux vous le rendre réparé, vous avez intérêt à le garder réparé. » Évidemment, personne ne tient ce genre de discours, mais ce que je veux dire, c'est que inconsciemment, ça laisse un peu cette empreinte-là de laisser faire l'expert. Donc nous, ce qu'on va faire, et puis en plus, l'expert, entre guillemets, admettons que ce soit notre cas, on va faire des stimulations sur le bébé, mais ces stimulations, elles doivent être faites régulièrement. Donc nous, il est hors de question que les mamans reviennent 3 fois par semaine, ou les papas, pour qu'on travaille sur leur bébé. C'est ridicule. Donc qu'est-ce que nous faisons, nous, pendant nos séances? Donc, toute chose qu'on doit faire avec un bébé, c'est qu'on va montrer sur un poupon, on a des poupons dans nos cabinets, les procédures que la mère, ou le père, mais bon, pour un bébé, c'est toujours la mère qui vient et c'est logique, fait simultanément. Donc nous, on fait par exemple des stimulations sur le visage du poupon et la mère fait la même chose sur son bébé, en allaitant ou en allaitant pas, peu importe. Et du coup, il se passe 2 choses. Un, elle apprend et elle se sent plus compétente par rapport à son bébé, c'est la première chose. Et deuxième chose, elle a appris la procédure, elle est capable de la réutiliser au quotidien sur son bébé. On lui dit, tiens, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez l'impression que votre bébé, il apprécie, son commun, ça lui fait du bien, vous pouvez faire ça quelques fois par jour, ou lors du change, ou lors du bain, ou pendant qu'il tète. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je disais 2 raisons. Un sentiment de plus de compétence, et 2, une autonomisation de la part des familles vis-à-vis de leur enfant, et ils sont moins dépendants de nous, et c'est finalement ça qu'on veut. Donc voilà un petit peu pour ce réflexe de fouissement. On pourrait croire que c'est juste un truc qui intéresse les bébés ou les gens qui travaillent avec les bébés, mais on a vu à quel point ce simple zone tactile au niveau du visage a un impact sur les lèvres, sur la respiration, sur la déglutition, et plus tard dans la vie, sur ce rapport qu'on a au visage, y compris ce qui peut se passer au niveau de la mâchoire, d'où l'intérêt pour, par exemple, les dentistes de connaître, ou en particulier les orthodontistes, de connaître cette réaction de fouissement. Évidemment, il y aura énormément d'intérêt, et nous on forme, et on est très content de former des conseillères en lactation, des sages-femmes, des infirmières puères, qui elles accompagnent des mamans qui cherchent à allaiter, ou chez qui les bébés ceci, cela, et en comprenant tout ça, et ne serait-ce qu'en ayant une information bien éclairée sur le réflexe de fouissement, et en connaissant éventuellement les petits principes de l'allaitement instinctif, et les petits principes de ce que nous on peut proposer comme stimulation à ce niveau-là, vont pouvoir aider grandement les mères, parce que c'est vraiment une détresse. Quand vous avez un bébé vous avez l'impression qu'il peut, en général c'est qu'il ne peut pas parce qu'il n'est pas dans les bonnes conditions pour allaiter, mais souvent les mères elles vont dire, et c'est ça c'est caractéristique, elles vont dire il ne veut pas, ou je suis une mauvaise mère, j'y arrive pas, je peux pas répondre aux besoins de mon enfant. C'est ça qui est exprimé, c'est pas forcément il n'y arrive pas, c'est je suis une mauvaise mère en gros qui est ressenti. Et c'est une grande souffrance pour ces femmes, pour ces enfants et pour la famille d'un point de vue général. Donc ça apporte tellement de joie, de bien-être quand l'enfant et la mère on laisse passer. Ça apporte tellement de joie quand l'enfant et la mère peuvent et voilà, je vais terminer par ce terme, être enracinés l'un à l'autre, le bébé au corps de sa mère, puisque c'est rooting réflexe, vous vous rappelez, réflexe d'enracinement, réflexe de recherche. Donc, réflexe de recherche, même si on utilise cette traduction, c'est ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais, j'ai trouvé le corps de ma mère. Et c'est cette complicité, cette sécrétion énorme d'ocytocine, cette hormone de l'amour, qui finalement conduit à un plus grand attachement. Et l'attachement, c'est quand même une des choses les plus importantes dans notre conditionnement ou formation, ou mise en place psychique dans la vie, et c'est un des paramètres qui nous rend les plus heureux dans la vie, nos capacités à s'attacher, à créer des liens, que ce soit des liens de couple, que ce soit des liens de filiation, mère, enfant, frère, sœur, que ce soit des liens d'amitié. Tout ça, c'est lié à l'attachement. Et l'attachement commence par un allaitement bien géré, je sais pas, je trouve pas le mot, mais bien vécu de part et d'autre. Et un allaitement bien vécu commence par la compréhension de ce fameux réflexe qui
enracine, qui connecte le bébé à sa mère et la mère à son bébé, le réflexe donc de fouissement. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.